sommes sur le plateau de Standard Divin. Standard Divin qui transforme les vies, un épisode à la fois. Et je suis sûre que nous sommes plusieurs à être reconnaissantes pour cette œuvre, franchement qui nous challenge, qui nous booste, qui nous permet de poser les bonnes questions pour se préparer pour tout ce qui est relation. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est qu'à Standard Divin, il n'y a pas de tabou. On parle de tout. Je m'appelle Malika Cheroubala et aujourd'hui, parlons de l'argent. Pasteur Fabrice Flora, nous allons parler de l'argent. Parce que ça aussi, ça nous complique. Ah, c'est un sujet chaud. Les relations, ça complique. Yes. Pasteur Fabrice Flora, pourquoi est-ce que dans nos couples aujourd'hui, les finances, l'argent, cette discussion reste sensible, voire même tabou? En effet, hein, c'est comme tu l'as dit Malika, c'est un sujet très chaud, très sensible, très tabou. À chaque fois qu'on parle d'argent, il y a toujours beaucoup d'émotions. En Côte d'Ivoire, on dit le djé. Là, le djé, le blé. Le blé. Alors, on ne peut pas parler d'argent justement sans parler des moyens d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et on prend quelques secondes pour parler de notre sponsor, notre partenaire officiel de ce podcast, l'Emfi. Si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, vous avez donc la possibilité de télécharger l'application l'Emfi pour pouvoir transférer de l'argent à moindre coût et sans frais pour les pays francophones. Nous avons testé encore une fois l'application et franchement, nous vous la recommandons à 100%. Utilisez le code promo SD 2025 pour bénéficier de toutes les offres, de tous les avantages pour pouvoir transférer de l'argent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, au Cameroun et encore dans d'autres pays francophones. J'espère que vous allez apprécier. Donnez-nous aussi vos commentaires. Et il faut dire aussi qu'ils les reçoivent directement sur leur Orange Money, le MTN Money, leur Wave. Vous êtes en Afrique, vous n'avez pas besoin de télécharger l'Emfi. Vous recevez juste en un clic, comme ça. Absolument. Alors, si on revient justement à ta question, Malika, l'argent a toujours été un sujet tabou. Et d'ailleurs, l'argent fait partie des top 3 des sujets de discorde, de désaccord dans les couples et pouvait même mener à une séparation, malheureusement. Ça veut dire qu'il faut vraiment aborder le sujet de l'argent avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de maturité et avec beaucoup de sagesse, en fait. J'ai remarqué que, en fait, avant de parler de technicité de l'argent, comment est-ce qu'on gère, qui paye quoi, 50-50, tout ça, on parle d'abord de rapport à l'argent. Parce que c'est l'argent, il y a un lien en fait affectif, émotionnel, psychologique. Il y a des gens qui ont une certaine relation positive avec l'argent et puis il y en a d'autres qui ont une relation très négative. Voilà, et je l'explique dans le livre que j'ai écrit, qui va sortir, Les Standards Divins pour avoir un mariage heureux, épanoui, durable, stable. Il y a 10 domaines dans lesquels vous devez absolument trouver l'harmonie dans votre couple. Et dans ces 10 domaines, il y a le côté de l'argent, la gestion des finances. Voilà, donc en effet, on a vu malheureusement des couples qui se sont déchirés parce qu'ils ont très mal géré l'argent. Il y a eu des cas où soit l'un des partenaires est trop dépensier ou soit les deux mêmes dilapident l'argent, ils n'ont aucun plan d'avenir, ils n'arrivent pas à se projeter 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard et ils sont ensemble mais ils n'arrivent pas à réaliser en fait des projets. Et ils se retrouvent à faire des choix très difficiles lorsqu'il s'agit maintenant d'envoyer les enfants à l'école. Ils n'arrivent pas à prendre des vacances. Et dans des systèmes occidentaux où l'accès au crédit est relativement plus facile qu'en Afrique, on assiste à des familles qui sont très endettées. Très endettées, oui. Voilà. On ne prépare pas, par exemple, advenant un cas de maladie grave. Ça peut être l'un des conjoints, ça peut être même les parents. Les parents, nous, on a vu des cas où le décès d'un parent a été vraiment très difficile. Ça a été un poids lourd financier sur la famille qui devait organiser les funérailles, les obsèques, envoyer le cimetière, donc le corps plutôt du parent, le cercueil, etc. Ça coûte énormément. Les gens ne s'imaginent pas en fait. Ouais, donc il y a beaucoup d'éducation financière qu'on doit faire à ce niveau. Donc l'argent occupe une place importante dans la vie. Et d'ailleurs, je pense que les femmes le disent souvent, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Donc, il faut vraiment parler d'argent parce que ça va influencer, même quand on veut se marier. On budgétise en fait les dépenses de la célébration du mariage. Même si c'est un petit mariage, on budgétise pareil.
Il faut budgétiser. Et il y a la vie après le mariage, tu vois. Donc, la répartition des dépenses, les cadeaux, les premiers investissements qu'on va faire, la maison. Il y a aussi des engagements qui viennent dans le mariage qu'on n'a peut-être pas eu le temps de parler. Par exemple, si j'envoie de l'argent à mes parents, je soutiens mes parents, je soutiens mon neveu, je soutiens ma petite cousine, etc. Je prends en charge. Donc, il y a tous, l'argent vraiment fait partie du style de vie de la famille. Bien. D'accord. C'est vraiment important, effectivement. Et il y a une expression que j'ai appris à mon travail, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si c'est un sujet tabou, on n'a pas l'habitude d'en parler, même quand on grandit dans nos familles, il peut se faire qu'on a des croyances, des pensées sur l'argent qui sont complètement fausses. Ah oui. Alors, à votre niveau, quelles sont les croyances limitantes ou bien les mauvais rapports à l'argent, comme le pasteur Fabrice l'a dit, que les hommes comme les femmes peuvent avoir et inconsciemment les apportent dans leur couple et l'impact de ça, du coup? Ici, le financier, c'est le pasteur Fabrice, c'est lui, le planificateur financier, donc il est très bon pour s'étaler sur ce sujet-là. Et pendant qu'il parlait tout à l'heure, au fait, j'entendais beaucoup le mot maturité, et ça ressort depuis dans tout ce que on dit, c'est-à-dire que dans le rapport à l'argent, il y a la maturité qui doit venir avec. C'est-à-dire, tu peux pas, quand tu es immature émotionnellement, et je pense que c'est quelque chose que les gens vont apprendre, parce que des fois, les gens subissent leurs émotions et ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, tu vois quelqu'un qui est dépensier, qui ne sait même pas pourquoi il est dépensier, mais en fait, c'est parce qu'il y a un mal-être intérieur. Donc, on parle de maturité et ce rapport à l'argent va venir faire étalage de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça ne va pas, c'est la raison pour laquelle peut-être tu dépenses beaucoup. Ou ça ne va pas, c'est peut-être parce que la raison pour laquelle tu es pingre, ou que tu ne sens pas trop l'argent. Voilà. Donc, il y a vraiment un rapport un lien entre la maturité et le rapport à l'argent. Je vais te laisser parler parce que tu es plus expert dans le domaine. Oui, tout à fait. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport à l'argent est vraiment très émotionnel. C'est pas une question de compétences techniques ou bien de niveau intellectuel. J'ai rencontré des personnes qui ont un master, un doctorat, des intellectuels, mais qui ont un très mauvais rapport à l'argent. Ouais. Ah oui, ça peut étonner, mais oui, c'est paradoxal. L'école ne réconcilie pas ton rapport à l'argent. Pour réconcilier son rapport à l'argent, il faut une éducation financière. C'est-à-dire, tu peux être comptable et être broke. Wow. Tu peux être dirigeant, cadre d'entreprise et être broke. Yes, ça, c'est vrai. On en a vu, malheureusement. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut en parler sérieusement et tirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent faire une introspection véritable et se poser les bonnes questions, à savoir comment est-ce que je vais vis-à-vis de l'argent. Alors, en parlant de rapport à l'argent, il y a plusieurs catégories. Je ne vais pas tous les citer parce que vous devez lire le livre. Mais Flora a parlé d'une première catégorie, ce sont les dépensiers. Voilà, des personnes qui utilisent l'argent comme une source de compensation à leur mal-être. Et donc, ce n'est pas tant ce qu'ils achètent qui leur fait plaisir. Voilà, c'est plutôt l'action de dépenser. Voilà, il y a des personnes qui vont, par exemple, faire des achats très compulsifs. J'ai rencontré des femmes qui achètent des sacs, qui achètent des robes. Excusez-moi, mesdames, on est ensemble. Voilà, il faut parler avec beaucoup. Ça laisse-moi faire. Cette parole. Il y a son client ici. Oui, non, mais il y a vraiment des femmes qui consomment extrêmement beaucoup. La preuve, je vous pose la question, quel est le pourcentage de robes, de vêtements, de sacs dans votre garde-robe que soit vous n'avez jamais porté, ou soit vous avez utilisé une seule et unique fois? Voilà, il faut faire juste cet exercice-là. Cette question-là. Et pendant que tu parles, on écoute. Il y a un exemple qui me revient. Une personne qui racontait une fois qu'elle se sentait tellement mal que son focus, c'était les achats de sacs. Et c'était à un point où elle idolâtrait ses sacs. Donc, elle avait construit comme une maison pour ses sacs, avec un climatiseur qui tapait ses sacs. Non, mais ça, j'ai vu ça aussi. Ouais, mais c'était impressionnant. C'était la première fois que j'entendais ça. Je me disais, mais le mal-être doit être vraiment profond pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et très souvent, ça procure un plaisir éphémère. C'est-à-dire le jour où tu achètes ton sac, ton vêtement, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture même aussi. Parce qu'on va parler aussi des hommes tout à l'heure. Il n'y a pas que les femmes qui sont dépensières. C'est le jour J, tu achètes, tu es content, et puis après, le plaisir diminue au fur et à mesure. Parfois, ça va très rapidement. C'est comme si tu as besoin de quelque chose de nouveau. Ça devient une drogue. C'est une addiction. Voilà. Et c'est un comportement très, 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 très dangereux parce que ça va pénaliser en fait les projets du couple. On a vu des personnes qui n'ont réussi après 5 ans. Vous êtes dans un pays, vous n'avez aucun investissement, aucun actif. Aucune épargne. Pourtant, vous avez un salaire, vous avez un travail, vous vivez bien votre vie, mais tout est dans la consommation. Voilà, donc ça, c'est un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, ce n'est pas un démon qu'on chasse d'abord.
c'est un rapport qu'on réconcilie avec l'argent. Ouais. Tout le temps consommer, consommer, consommer. Les pays pauvres sont des pays qui sont axés sur la consommation. Wow. Les pays riches sont des pays qui sont axés sur la production, l'investissement. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Et les hommes également qui peuvent être dans ce contexte-là, en fait, ils se rendent pas compte, mais ils sont en train de vendre leur vie. Et il y a une forme de pression sociale aujourd'hui, c'est-à-dire le m'as-tu vu. Tu as eu un diplôme, tu es diplômé, automatiquement, tu te dis, je dois changer de catégorie et moi, je peux plus marcher pour aller au travail, je peux plus prendre les transports en commun, donc je prends un crédit pour avoir une voiture, pour dire que bon voilà, j'ai avancé. Et surtout quand tu es en Occident, tu commences à travailler, les parents doivent, il faut que tu envoies quelque chose au pays, etc. Donc parfois, j'ai vu des personnes qui s'endettent en fait, Très rapidement, pour pouvoir aider des gens. Très jeune. Voilà. Je parle aussi souvent du mariage. Nous, on s'est mariés, mais avec du recul, il y a certaines dépenses. On aurait fait différemment, franchement. On aurait fait différemment. Bon, dans notre cas, c'est un peu différent parce que on a aussi fait un événement qui était dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est un peu comme si c'était considéré un investissement. Voilà. Mais il y a tellement de choses qui sont superficielles. Et puis, il y a cette mentalité-là, on ne vit qu'une seule fois. Donc, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, profitons. Et puis après, voilà, advienne que pourra. Ouais, mais avec le advienne que pourra, on pense pas à ceux qui viennent derrière. Parce que quand tu laisses les dettes, tu laisses les dettes à qui? Tu laisses les dettes à tes enfants. Tout à fait. Aux enfants de tes enfants. Tu vois, donc ça, c'est une mentalité vraiment qu'il faut briser. L'accès à la consommation, très facile. Donc ça, il faut vraiment changer. Deuxièmement, il y a des personnes qui sont anxieuses au niveau de l'argent. Ouais, je les appelle les anxieuses parce que ce sont des gens qui n'aiment pas du tout dépenser. En fait, ce sont des personnes qui épargnent à l'excès. J'ai rencontré, dans le cadre d'une planification financière, une femme qui avait un fonds d'urgence. Donc, ça veut dire qu'elle avait une épargne de précaution de l'équivalent de 2 ans. Ça veut dire que si elle arrêtait de travailler aujourd'hui et ne travaillait plus du tout, pendant 2 ans, elle pouvait subvenir à ses besoins. Avec le même salaire? Non, sans salaire. Sans salaire. Sans salaire avec du tout. Avec le même montant qu'elle avait accumulé dans son compte d'épargne. Mais malgré tout, elle pensait que c'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Oui. 2 ans d'économie, mais elle pensait que c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que elle est stressée à chaque fois qu'il y a une nouvelle, à chaque fois qu'il y a une information, un imprévu. C'est-à-dire, il y a un excès de protection qui est assez poussé. Elle vit un stress. Il y a des gens qui vivent un stress. Il y a des gens qui ne savent pas se faire plaisir, qui se sentent coupables de se faire plaisir, d'acheter quelque chose qui est un peu plus cher que la normale. Ce sont des gens qui vont être très carrés dans le budget, qui vont faire des rapports chaque semaine, chaque mois, et puis qui vont peut-être demander à leur conjoint, leur conjointe, mais j'ai vu $1.50. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il faut que tout balance. Voilà, actif, passif. Donc ce sont des personnes qui sont assez carrées. Et je vous dis, ça c'est un mauvais rapport à l'argent parce qu'on travaille également pour se faire plaisir. Tu vois, on travaille également pour se faire plaisir. Ce sont des personnes qui vont souffrir vraiment, qui vont s'infliger une certaine souffrance, mais qui ne seront jamais libres. Et ça peut en effet avoir des effets très négatifs sur même la manière dont ils vont aider leurs enfants. Voilà, le niveau de générosité, ça peut impacter beaucoup dans la famille. Et puis il y a une dernière catégorie, j'aimerais aussi qu'on en parle. Ce sont ce que j'appelle des aventuriers. Cette catégorie, ce sont des gens qui n'ont aucune éducation financière, mais qui s'improvisent comme des investisseurs hors pair, des personnes qui savent dénicher les opportunités. Ce sont des gens qui vont dire non, moi je connais un nouveau business, je vais mettre mon argent dedans, tu vois. Donc moi j'ai laissé des aventuriers parce qu'ils n'ont aucune structure d'affaires. Donc il n'y a pas d'action réfléchie derrière. Ils pensent qu'ils sont réfléchis, mais selon les principes de gestion financière, c'est pas du tout réfléchi. Ils sont capables de vider leur compte bancaire pour mettre ça dans un business frauduleux. Ce sont des gens qui jouent souvent au paris sportif. PMU, bet. Là, il y a vraiment son client ici. Non, mais je le dis vraiment parce que j'ai vraiment entendu des histoires où des hommes ont mis beaucoup d'argent dans des business aléatoires, dans des business frauduleux, alors que ça sentait la fraude déjà. Mais c'est quoi? En fait, c'est l'amour de l'argent facile et rapide. Voilà. Ça, ce sont ce que j'appelle les aventuriers. Et honnêtement, si vous êtes dans ce cas-là, sortez rapidement. L'argent se construit. Un patrimoine, un héritage, il se bâtit selon la loi des faibles commencements. Il y a une structure. Et d'ailleurs, si jamais, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais ça peut marcher, tu vois, je joue au paris sportif, ou bien, mais ça peut marcher. Mais comment est-ce que tu vas enseigner alors à ton enfant de la liberté financière si toi-même, tu n'as pas eu le contrôle sur ce que tu avais?
Vous voyez, donc ça, ce sont des comportements qui peuvent vraiment mettre des familles dans nos véritables dangers. Donc il y a tout un éventail de profils auxquels il faut faire attention. Si vous êtes avec un partenaire comme ça, qui a une mauvaise conception vis-à-vis de l'argent, franchement, il faut en parler de préférence avant le mariage, de manière très claire, de manière très franche, et puis adopter des mécanismes qui vont vous permettre de pouvoir développer une certaine gestion protectrice de vos avoirs dans le mariage. Et ça, c'est la base, parce qu'il a parlé du rapport à l'argent, de l'éducation financière, c'est vraiment le B à bas, la base. Mais quand on arrive à des personnes, par exemple, qui ont un bon rapport à l'argent, qui ont été bien éduquées financièrement par leurs parents, épargne et tout ça, on arrive maintenant dans le couple et on se rend compte des profils qu'on appelle les profils financiers. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de profils. Il y a les profils conservateurs, il y a les profils équilibrés, les profils croissance. Le profil conservateur, c'est celui qui ne va pas forcément trop prendre de risques. Donc, d'accord, mais il y a des investissements. Attends, d'abord que je calcule. Mais quand je calcule, non, je pense pas. C'est un peu trop compliqué pour moi. On préfère être sur nos gardes et puis épargner. Donc, on est plus dans pas trop dans l'épargne comme ce qui vient de citer comme l'anxieux, mais on est vraiment dans l'épargne, la protection. On n'est pas trop de l'aversion au risque, c'est ça. Et après, tu as les profils équilibrés. Eux, bon, ok, on peut se tenter. Ici, on peut faire des investissements. De l'autre côté, non. Ok, on est un peu plus équilibré. Après, tu as des profils qui sont croissance. Pas aventuriers, mais croissants. Non, mais ils sont pas aventuriers, mais ils sont croissants. C'est-à-dire que... Merci pour la précision. Oui. Ils savent saisir des opportunités avec au préalable toute la structure financière et la gestion financière, toute la réflexion faite bien auparavant. Donc, c'est quelqu'un qui peut te dire, bon, investissons dans les actions, bon, voilà, là c'est vraiment très financier, c'est ton domaine. Mais par exemple, les actions, ce sont des choses qui montent, voilà, ça monte très vite comme ça descend très vite. Le conservateur va pas se tenter là-bas. Mais celui qui a le profil croissance, il le peut. Il va te dire, non, je sens bien la chose et tout, je vois, je calcule, je peux. Ça peut être un autre investissement, je sais pas, un investissement immobilier. Tu vas demander peut-être, il va requérir des sommes lourdes. Et dans ces sommes-là, peut-être qu'il y a des prêts qu'il va falloir faire. C'est aussi des risques. Oui. Mais il sent la chose, il va le faire. Voilà. Donc, quand vous avez, par exemple, dans un couple, quelqu'un qui a profil croissance et un autre qui a profil conservateur, faut trouver l'équilibre maintenant. Bah oui, au départ, avant l'équilibre, les clashs. Les clashs, parce que moi, je veux pas, mais toi, tu veux, mais pourquoi et tout. Et si ça marche pas chez lui, je t'avais dit. Tu vois, il faut comprendre vos différences. Voilà, il faut pas combattre les différences. Exactement. Il faut les comprendre, il faut les accepter, et puis il faut trouver justement un point d'équilibre selon le projet en question. Voilà, ça vient avec beaucoup de communication, pas de jugement. Et dans le mariage, ben voilà, vous allez trouver en fait votre équilibre. Mais c'est pas une question de non, toi tu es trop comme ça, toi tu es trop comme ça. Non, chacun a sa tolérance au risque en fait. Et c'est la raison pour laquelle on fait ces émissions là, parce qu'en général, la première des choses, c'est pas de regarder ce que l'autre aime, l'autre n'aime pas. Non, on va se clasher d'abord. Et c'est pour vous dire ici, on ne se clash pas les gars. On s'assoit, on regarde. Ah non, moi je vois que tu as un profil conservateur. Ah non, toi t'es croissant. Ok, comment on peut faire pour essayer de voir nos différences et puis les arrimer de sorte à ce qu'on soit équilibré. Voilà. C'est important. Ce que je tire de là, c'est qu'à travers l'argent, la façon dont on gère, la façon dont on approche, on peut apprendre plusieurs choses sur son partenaire. Bien sûr. Et que c'est important, si on a la grâce de le faire, d'avoir cette discussion avant. Bien sûr. Maintenant, pasteur, ici, là, si une femme veut parler d'argent avec la personne avec qui elle parle, matérialiste, on te juge directement. Comment est-ce qu'on peut avoir une certaine sagesse pour aborder les conversations sur les finances avant d'entrer dans le mariage, dans le dating? Oui, très bonne question. En fait, selon la culture de la personne, il y a des personnes qui vont être plus ouvertes à parler argent. Sans vraiment gêne, avec un peu de pudeur, mais elles ne voient pas les questions financières comme si c'était une intrusion dans leur vie privée en tant que telle. Et au contraire, elles valorisent ça parce qu'elles se disent que c'est important justement de parler argent avec mon futur partenaire pour trouver en fait un point commun et une fondation pour le mariage. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de questions pour dire mais toi tu me poses la question de l'argent, ça veut dire quoi? Tu es là pour mon argent et tout. Et puis il y a eu beaucoup de manipulateurs ou manipulatrices aussi. Donc, il y a beaucoup de réticences. Alors, l'approche que nous recommandons, c'est de parler d'argent, mais pas de chiffres. C'est de parler plutôt des principes, la connaissance. Exemple tout simple. Une question qu'on peut recommander, c'est qu'est-ce que tu écoutes pour t'éduquer financièrement? Qui tu écoutes
Est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Est-ce qu'il y a des livres que tu lis? Il y a des conférences auxquelles tu assistes, généralement, pour t'éduquer financièrement. Donc ici, en fait, ce que tu veux savoir, c'est son environnement. Parce que l'environnement va influencer son système de pensée. Et c'est son système de pensée qui va déterminer aussi son rapport avec l'argent. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir quel est le montant d'argent que tu as dans ton compte bancaire. Mais j'ai juste besoin de savoir qui tu écoutes régulièrement. Si tu es avec des personnes qui, par exemple, te disent « investir, tu vas perdre de l'argent ». Attention, il y a beaucoup de crises économiques. Attention, tout va mal. Si ton cercle est négatif, si je sais qu'autour de toi, tu écoutes des personnes qui te démoralisent sur l'investissement, sur la création de richesses, ou bien que tu n'écoutes pas du tout, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que ton rapport à l'argent soit en fait négatif. Parce que le jour où moi, je vais te parler d'entreprise, je vais te parler d'investissement, mais tu seras effectivement très déboussolé. Par contre, si tu me dis que tu lis des livres d'éducation financière, Robert Kiyosaki, John Maxwell, etc., il y a vraiment des références aujourd'hui. Il y a assez de littérature financière justement à ce sujet, mais que tu écoutes des personnes qui parlent de finances, qui parlent d'argent, je crois que, en tout cas, il y a une grande probabilité que toi aussi tu développes ce même système de pensée. Autre question qui est aussi un peu plus personnelle cette fois-ci, sans rentrer dans la vie privée de la personne. Tu peux lui poser la question de savoir quelles sont les décisions financières que tu as prises durant ces 5 dernières années, par exemple, et dont tu es le plus fier. Tu vois? Qu'est-ce qui te rend fier dans la gestion de ta vie financière? Tu vois? Et là, tu donnes la possibilité à la personne de te répondre. Tu vois? Est-ce que tu as peut-être économisé pour financer tes études? Est-ce que c'est le fait que tu aies pu aider, par exemple, tes parents financièrement, vu que si tu vis avec eux? Est-ce que tu as remboursé des dettes? Par exemple, ça peut te rendre fier de dire non, j'ai remboursé des dettes qui traînaient depuis un certain temps. Ou est-ce que j'ai appris de nouvelles techniques d'investissement? J'ai appris des ratios financiers? Qu'est-ce qui te rend fier en tant que tel? Si tu es entrepreneur, est-ce que tu as testé de nouveaux produits, de nouveaux services? Est-ce que tu as augmenté ta connaissance d'un point de vue financier? Quelles sont les décisions que tu as prises et qui aujourd'hui te dit je suis fier de ma croissance financière, tant intellectuelle ou aussi chiffrée si jamais la personne parle. Et troisièmement, une autre question qui peut aussi révéler le rapport à l'argent de ton partenaire, c'est de savoir quels sont les investissements que tu aimes le plus. De manière générale, quels sont les types d'investissements que tu aimes le plus? Et là, je vois, c'est une question ouverte. Donc là, en fait, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la personne, déjà, elle comprend que la prospérité vient par l'investissement? C'est ça. Tu vois? C'est que tu te demandes, tu parles d'investissement. C'est quoi l'investissement? Ok, là, tu vois déjà un peu... Tu vas te poser les questions. Est-ce que tu parles d'immobilier? Quel type d'immobilier? L'immobilier locatif, le multilogement, voilà. Donc, c'est quel type d'investissement est-ce que toi, tu aimes le plus, dans lesquels tu aimerais investir ou que tu as déjà investi? Parce que tu te positionnes comme quelqu'un qui veut se marier dans la prospérité, qui veut bâtir un patrimoine avec son mari ou avec sa femme, et tu as besoin d'une personne qui peut-être n'est pas forcément experte là-dedans, mais qui a une connaissance minimale pour comprendre que dans le foyer, on sera amené à prendre des décisions dans le but d'investir. Voilà, donc voici un peu les 3 questions que je pourrais recommander pour connaître un peu le rapport à l'argent. Pendant que tu parlais, je me disais, il y a sûrement quelqu'un qui se dit, c'est quoi investissement? Et comme il sait que dans les dates, on va poser ces questions, il va aller vite ouvrir ses livres. Ok, d'accord. Et puis là, maintenant qu'on va lui poser la question, ça veut dire que l'investissement, tu sais, ma sœur. Et vraiment, parce que je sais, ce qu'on a parlé, ce que vous avez partagé, Pasteur Fabrice, ça parle beaucoup de la mentalité, de la connaissance autour, les finances et tout ça. Mais il y a aussi le quotidien. Il y a aussi des personnes qui se font blaguer, tu dates quelqu'un pendant 6 mois, ça, voilà, ça paraît bien, mais après, quand tu creuses un peu plus longtemps, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez recommander pour cette lecture, on va dire, de la gestion, on va dire, au quotidien, au-delà de la connaissance, même les faits, quoi. Ça, en période de date ou bien dans le date. Ok, comme il a dit dans le date, moi je pense qu'il y a des étapes. Comme au départ, c'est les questions ouvertes. C'est juste pour cerner la personne qui est devant toi et savoir, au fait, c'est quoi son profil, qu'est-ce qu'il a, quel est son rapport à l'argent. Je pense que plus on rentre enfin, on avance dans le dating, on rentre dans le cheminement, on commence à mieux se connaître, donc on peut se poser des questions un peu plus transparentes. Je connais des personnes, par exemple, qui vont être ouvertes à parler de leur salaire. Les hommes, parler de vos salaires, je ferme la parenthèse. Parce que avec un date, si on se rapproche, on se rapproche vraiment, on est dans le cheminement, on se rapproche. Oui, il faut être ouvert au fait. Moi, je l'ai fait. Moi, j'étais étudiant. Et voici le résultat. Voilà. C'est pas humiliant. Et j'ai même quelque chose à dire sur ça. Tu permets? Oui, vas-y. Quand j'étais étudiant, on
on n'a pas d'actifs, on n'est pas riche Oui, et tout. on a Voilà, 19 on est en train de se 20 ans, bâtir. on se bâtit. C'est normal. Et elle connaissait ma situation financière. Et parce qu'elle connaissait ma situation financière, il y a des demandes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il y a des gens qui cachent leur situation financière, mais c'est le fait de camoufler là qui donne l'opportunité À la personne. à de ta penser. fiancée ou bien à ta copine de te dire, bon, ok, donne-moi l'argent de 100, ou bien allons dans tel hôtel. Toi, tu sais que toi, tu ne peux pas partir d'un hôtel 5 étoiles. Ah. Ou bien tu peux partir d'un restaurant 5 5 étoiles. étoiles. Mais tu ne peux pas. Donc, il faut en fait qu'elle soit au courant de tes capacités. Exactement. Et il n'y a aucune gêne. Parce que si la personne ne t'aime pas comme tu es, Maintenant, elle ne mérite pas de t'aimer pour qui tu seras. voilà ça. Donc, moi, j'avais Yes. aucune gêne à ce niveau. Et je lui ai dit, écoute, je suis étudiant, je travaille à temps partiel, je suis en train de me faire. Et il y a même une fois, on est parti au restaurant En fait, avec parce que moi, des je amis. travaillais Ok. et Oui. lui, il était encore aux études et tout ça. Donc, voilà. On est parti au restaurant. Là, tu as envie de savoir la suite. Non, Là, mais je suis prête. j'ai vu l'attention. Femme a besoin d'entendre ça. Elle a Un homme besoin d'entendre ça, elle sera délivrée. Cette parole, Ah, il y aura son Il y a client. aussi- Au moment de payer l'addition, parce qu'on était avec des amis, voilà, tout ça. Mais moi, j'ai pas l'argent. On est dans un restaurant. Mais Faites ma accompli. chérie est à côté de moi. Ce que je fais, c'est que elle me donne discrètement sa carte. Oh. Le caissier vient. Je fais comme si c'est moi qui ai payé. Je paye chouette. Et puis je dis merci, donnez-moi le reçu s'il vous plaît. Il me donne le reçu, je dis merci, vous pouvez aller. Propre. Wow. Voilà. Classe. C'est ça, femme sage là. Femme de Proverbe 31 là. C'est ça. On était pas encore malin. Ah, super. Ouais, non, mais plus sérieusement, en fait, nous, on encourage la transparence financière. On encourage la transparence financière et il faut pas non plus, bien entendu, parce qu'il y a des extrêmes. Il faut équilibrer. En fait, il y a des gens qui, je dirais pas doivent mentir, mais qui doivent attendre avant de dire Ok. ce qu'ils ont. Parce que dès que tu dis ce que tu as, ce que tu possèdes à une personne qui n'est pas préparée à ça, Ok. elle peut s'inventer. Elle se projette dans ton argent. Voilà. C'est que, ok, je vois ma nouvelle Tu vois un peu. garde-robe, je vois. Ouais, Voilà. on est déjà loin. Et le jour là où tu vas lui dire, par exemple, bon, là, je parle dans le cadre du mariage, tu peux dire, bon, ok, bon chéri, j'ai eu un bonus, voilà, un petit truc qui est sorti là, c'est 2 millions de francs CFA. Tu vois, 2 ou 3 millions comme ça, c'est qui 4 000, 5 000 euros. Et elle se dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu lui dis, bon, ok, cet argent, je l'ai réservé pour telle activité, tu vois. Mais sauf que si elle n'est pas préparée, si dans son cœur, elle ne sait pas bien gérer ses émotions, elle risque de faire des problèmes parce que là, maintenant, elle va s'inventer d'autres choses, des besoins, des désirs. Elle voulait refaire la maison, elle voulait refaire sa garde-robe, elle voulait acheter tout. Et puis, le jour où elle aura besoin de ça, elle risque de t'en vouloir, en fait. Et ça risque de créer beaucoup plus de tension en tant que telle. Alors que je lui ai dit, non, mais j'avais dit que cet argent était réservé pour ça. Elle dit, oui, mais toi, tu ne penses jamais à moi. Donc, tu vois, s'il n'y avait pas la connaissance de cet argent, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Ok. Donc, par sagesse, Sagesse. il vaut mieux éviter de donner certaines informations À des personnes. à des personnes spécifiques, mais il ne faut pas mentir en Pas tant que tel. mentir. Parce que le mensonge est un esprit qu'on invite dans sa famille, et puis, non, le diable est le père du mensonge. Donc, voilà. Et on parlera peut-être au fur et à mesure de l'infidélité même financière. Oui, il y a de l'infidélité sexuelle, il y a l'infidélité affective, il y a l'infidélité émotionnelle, mais il y a l'infidélité aussi financière. Combien de personnes sont en train d'être infidèles envers leur partenaire de manière financière? Wow. L'infidélité financière, c'est lorsque tu donnes un certain montant d'argent qui est significatif à une autre personne que ton mari ou à ta femme sans qu'elle ne soit au courant. Alors, je Wow. m'explique ici. Je vais prendre un petit préalable d'abord. C'est que j'ai appris, hein, je l'ai appris dans le mariage et surtout avec lui, que quand on rentre dans le mariage, l'argent n'est pas mon argent, son argent. Ok. C'est notre argent. On parle du nous. On a dû parler du je et du tu. Donc, par exemple, quand on parle d'infidélité financière, c'est parce qu'on parle du nous. L'argent que tu gagnes et que je gagne, ça fait le nôtre. Ok. Tu ne veux pas aller prendre notre argent, tu allais le donner à d'autres personnes sans que je ne sois au courant. Là, Oui. je me fais des infidélités. Voilà, c'est ce que je lui ajoute. Surtout qu'en fait, bon, si c'est un montant qui représente rien du tout, on va dire 5 $, 10 $, 5 €, 10 €, on va dire, OK, ça peut être considéré comme un argent de poche. Mais quand ça dépasse un certain seuil, et d'ailleurs, il faut cibler ce seuil, il faut discuter ensemble de ce seuil. Oui. À partir de quel montant est-ce que j'ai le droit d'utiliser notre argent, mais en tout cas le salaire que je gagne, sans pour autant t'en avertir. À partir de quel montant est-ce que je peux faire usage de ma pleine liberté sans pour autant te dire exactement de quoi je fais? Parce que c'est important que dans le couple aussi, chacun ait sa propre liberté. Oui. Voilà, on ne doit pas courir après l'autre. Non, il y a un certain niveau de confiance et de liberté qu'il faut préserver. Ça, c'est une atmosphère qui est saine financièrement parlant. Mais au-delà de quoi, 100 000 francs, 200 €, etc., il faut vraiment que ce seuil-là soit établi
établi et que l'autre personne soit au courant et ait son mot à dire aussi là-dessus. C'est pas non, j'envoie tel montant à mes parents et tu n'as aucun mot à dire. On est mariés. Voilà, on est ensemble. Ça, c'est très important. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec ça parce que la culture occupe beaucoup, influence beaucoup les mentalités. Voilà. On dit souvent que l'argent de l'homme, c'est pour la famille. Et puis l'argent de la femme, c'est pour la femme. Voilà. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas totalement d'accord avec ça. Si la femme gagne 5 000 euros par mois et que l'homme gagne 1 000 euros par mois, ça arrive. Hein. Oui, il y a des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit avec 1 000 euros? On vit ensemble avec 1 000 euros? Se fait souffrir, nous? Non, est-ce qu'elle se fait souffrir? Elle va peut-être avoir un petit style de vie, c'est-à-dire la petite maison, parce que c'est avec 1 000 euros de son mari qu'elle va vivre. Mais elle a 5 000 euros dans sa poche, elle peut se faire ce qu'elle veut. Tu vois? Donc, à un moment donné, est-ce que tu t'aimes toi seul ou on est là pour le couple, au fait? C'est ça. C'est pour ça que les hommes n'aiment pas, enfin, certains hommes préfèrent avoir le plus haut revenu. Parce que dans le mariage, là, il ne veut pas entendre « Et tu n'es pas chez toi ici, hein. C'est moi qui paye les factures ici. » Un garçon à qui tu dis ça, comment tu veux qu'il se sente? Tu vois, donc, parce qu'on n'a pas adopté les standards divins, c'est-à-dire les principes divins, on est obligé de redescendre pour se conformer aux standards culturels et sociaux. Mais sinon, c'est pas la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Mais je crois que quelque part, dans un couple, il faut que l'homme également joue son rôle de pourvoyeur. Voilà. Pas tout le temps, parce que la vie n'est pas linéaire et parfaite, mais quand même, il doit sentir qu'il est là financièrement, quoi, majoritairement parlant. Assez profond. Et on a beaucoup parlé de ce sujet, mais concrètement, dans le couple, quand on parle de la gestion des finances, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que, comme 2 chairs sont devenues une seule chair, tous les comptes deviennent un seul compte? On garde les comptes séparés, on fait un mix des deux. Qu'est-ce qui est le plus optimal? On partage les mots de passe. Accès libre, la sagesse à avoir, l'équilibre à avoir. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, alors sur ce sujet, il y a plusieurs écoles de pensée et il y a plusieurs méthodes de gestion d'argent. Déjà, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une seule et unique méthode applicable pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Tout dépend de la réalité du couple. Chaque couple a ses besoins, a ses challenges, a ses projets. A sa vision aussi. Sa vision. Profil aussi, on vient d'en parler. Exactement. Voilà pourquoi on n'aime pas dire que voici la méthode parfaite et unique pour gérer l'argent dans un couple. Ça dépend de plusieurs paramètres. Mais on va distinguer plusieurs paramètres. Je ne vais pas tous les citer, justement. Il faut que vous lisez le livre quand même. Mais généralement, on va parler de l'approche 50-50. Voilà, l'approche 50-50, c'est l'approche qui veut que, en fait, chaque conjoint contribue de manière égale. Voilà, aux dépenses communes du couple. Ce qui veut dire que si les dépenses communes du couple font, exemple, 1 000 euros par mois, donc, moi, en tant que mari, j'amène 500 euros de mon salaire et ma femme également amène 500 euros de son salaire pour payer les dépenses communes. Loyer, électricité, chauffage, Internet, etc. Voilà. Dans cette approche-là, il y a un sentiment d'égalité. Voilà. Mais il n'y a pas un sentiment d'équité. Parce que l'équité tient en compte... Il y a aussi un sentiment d'injustice. Comme tu dis, il n'y a pas un sentiment d'équité, donc c'est un peu de l'injustice. Voilà. C'est injuste. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tout le monde a le même salaire, plus ou moins le même salaire, ça va. Mais quand il y a une disproportion, il y a un déséquilibre. Il y a un qui souffre. Voilà. Celui qui donne 50%, imagine, moi, je fais 2 000 euros par mois et je donne 500 euros et que ma femme fait 1 000 euros par mois et gagne 500 euros. Elle a donné 50% de son salaire, moi j'ai donné 25% de mon salaire. Et donc, il peut y avoir vraiment une certaine forme d'injustice et d'inéquité qui fait en sorte qu'à la fin, elle aura moins de ressources pour vivre et moi j'aurai beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est l'approche 50-50. Il y a l'approche, on va dire, qui est plus équitable, c'est l'approche au prorata. Là, ça veut dire que dans le même exemple, là, donc je fais 2 000 euros, elle fait 1 000 euros, donc ça fait 3 000 euros de revenus familial. Sauf que moi, mon revenu correspond à 66% environ des charges de la maison. Donc 2 000 euros sur 3 000 euros, c'est le double du tiers. Et elle, c'est environ 33%. Voilà. Et donc, à ce moment, je dois assumer on va faire chiffron. Je dois assumer 65% des charges communes de la maison. Et elle va assumer 35% des charges communes de la maison. Donc, à ce moment, c'est une approche équitable. Voilà. Donc, ça tient compte de nos capacités. Voilà. Et puis, on a aussi l'approche où on met tout en commun. Donc, en ce moment, on ne dit pas que c'est 50-50 pourcentage. On crée un compte commun, on met tout à l'intérieur. Ici, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients.
Et il y a l'aspect où on crée des comptes individuels, on ne met pas en commun. Ici aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas tout dire parce que tout est écrit dans le livre, mais ce sont généralement les quatre approches. Il y en a encore d'autres également. Il y a l'approche aussi africaine où il y a des disparités des fois entre les salaires. Peut-être le gars qui gagne un salaire faramineux, la femme qui gagne peut-être vraiment un dixième de ce que son mari. Même elle ne travaille pas, elle est au foyer voilà, carrément. On vit sur le salaire au fait du monsieur. Voilà, ouais. Donc il y a ce genre de cas. Ouais. Effectivement. Et quand tout est en commun, par exemple, si on prend cet exemple-là, le niveau de transparence, je me dis, bon, est-ce qu'on doit se justifier maintenant? C'est les inconvénients, on va dire, peut-être, qui viennent avec partager nos finances d'une manière aussi soudée. Alors, tu vois, et c'est là que trouve le sens de la sagesse. C'est que il ne faut pas confondre aimer quelqu'un et faire confiance à quelqu'un. Ouais. Ah non, 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 non. Ah. C'est pas parce que je t'aime que je vais te faire confiance. Okay. La confiance se mérite. La confiance, c'est démontrée par la capacité d'une personne à prouver qu'elle en est digne. D'ailleurs, si je rentre un peu dans le monde spirituel, Jésus n'a pas été automatiquement adoré. Jésus a été trouvé digne d'être adoré. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie, et les 24 vieillards ont dit « Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, etc. » Donc en fait, la dignité revêt en fait un caractère de sacrifice. Tu as démontré que par ton attitude, par ton caractère, par ta compétence, par ta persévérance, par ta stabilité, que tu es fiable. Oui. Voilà, donc on peut te faire confiance en fait. Et donc on peut te partager certaines choses, certaines informations, et on peut te donner accès au compte bancaire. Donc quand on crée un compte commun, la personne en question peut utiliser l'argent comme elle le veut. Voilà. Elle a accès à ton compte bancaire, à votre compte bancaire, et c'est dangereux si elle est imprévisible. On a vu des personnes, par exemple, qui ont pris presque la moitié de la somme du compte bancaire pour aller faire une offrande à l'église. Sans consulter. Tu vois? Non, ça, c'est une attitude qui n'est pas... Voilà, qui n'est pas encouragé, tu vois. Ou alors un homme aussi qui a pris l'argent dans le compte commun et puis il l'a mis dans un business qui est tombé. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus, mais bon, je ne donnerai aucun nom, aucune anecdote pour ne pas réveiller des blessures émotionnelles. Voilà, mes connaisseurs connaissent. Donc, il faut faire vraiment attention. On ne partage que la somme qu'on est prêt à perdre avec des personnes qui sont très imprévisibles. Voilà. Et puis, même si on s'entend très bien, il faut avoir un niveau de confiance assez poussé. Ça peut créer en fait un mélange dans les dépenses, c'est-à-dire on ne sait plus qui a dépensé quoi. Si je vais au supermarché et puis elle va en même temps dans une autre ville pour faire des dépenses, donc pour retracer les dépenses, ça risque d'être un travail un peu fastidieux. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle, en général, vous les financiers, vous demandez à ce qu'on ait un budget, le budget familial. Et c'est par ça que ça va passer, parce que si on met tout en commun, ben, il nous faut une planification. La planification passe par le budget. Donc, le budget, fichier Excel et tout, avec tous nos revenus. Revenus, ça peut être nos salaires, les salaires de business, en fait, tout ce qu'on peut avoir comme revenus. Et par la suite, les dépenses, on commence à les énumérer. Et on voit maintenant qui fait quoi. Et par la suite, on peut maintenant, quand il y a un reste, on espère qu'il va y avoir un reste, et c'est le but, c'est le but, parce que quand je mets dans les dépenses aussi, il y a tout ce qui est épargne, blablabla et tout, et par la suite, quand il y a un reste, on peut se départager. Par exemple, voilà ce qui reste pour toi, pour le mois ou pour les 2 semaines, et puis voilà pour toi aussi. Je veux mentionner quelque chose, nous ne sommes pas en train de décourager les comptes communs. Voilà. Non, pas du tout. Il y a aussi des avantages là-dessus. Voilà, c'est une gestion commune. On va dire que c'est un peu le modèle qui se rapproche plus du concept même de l'alliance divine, parce que même l'Église primitive, ils avaient tout en commun. Voilà. Mais c'est plutôt l'état d'esprit qui est derrière qui est le plus important. Parce qu'on peut avoir des comptes séparés et mettre tout en commun. Oui. Ok. Voilà. J'ai mon compte, elle a son compte, mais on a tout en commun. On a une planification. Voilà. On a une planification conjointe, commune. On peut se répartir des dépenses, mais on fonctionne ensemble. Si on a un projet, on est ensemble. Voilà, c'est ça. S'il y a un projet, par exemple, de madame qu'elle veut faire, je sais pas, ouvrir une boutique de coiffure, de vêtements, je peux disposer mes ressources, enfin les ressources que j'ai gagnées à travers mes activités pour elle. Tu vois, j'ai pas besoin forcément de créer un compte commun, conjoint pour ça, pour sentir que nous sommes ensemble. Il y a une forme de transparence au fait. C'est que toute entrée d'argent qu'il va recevoir, ben, il va me le dire, et pareil pour moi en fait. Donc on est au courant de tout, et c'est ça au fait qui est intéressant. La transparence dans les finances. Ouais.
À travers l'état d'esprit d'abord, d'être ensemble, l'alliance, le standard divin en fait. Mais c'est là où je pense que le bas blesse, parce qu'il y a plein qui disent « Ah, tout ce que vous dites, c'est beau, mais celle qu'elle a là, moi, il ne lui fait pas confiance. Celui-là, je ne lui fais pas confiance. » Ça me pousse à poser la question, cette confiance qu'on doit avoir, parce que c'est différent d'aimer et de faire confiance, est-ce que ça se bâtit, ça doit se gagner avant, du coup, passer à l'étape de mariage où voilà, ça devient concret, et papier et tout ça? L'idéal, c'est que ça vienne avant le mariage. Okay. Parce qu'on pose les fondations durant les fiançailles pour le mariage. L'idéal, mais bon, la vie n'est pas linéaire et parfaite. Ça peut aussi venir dans le mariage. Okay. Voilà, ça peut venir dans le mariage et il faut être humble. J'appelle tous les hommes. Soyez humbles. Quand vous voyez que les décisions financières que vous avez prises n'ont pas porté de fruits, voilà, il faut s'asseoir et puis reconnaître que, bon, c'est pas que je suis mauvais en tant que tel, mais c'est que j'ai besoin de revoir ma gestion de l'argent, du budget, etc. J'ai besoin de me former. Parce qu'on ne juge qu'au fruit, au résultat. Donc, peu importe toutes les théories d'investissement, de bitcoin, de crypto-monnaie, de investir au pays, toutes ces choses-là, elles sont bien. Mais si pour toi, ça n'a pas fonctionné, ça veut dire que quelque part, tu as besoin de revoir un peu ta stratégie. Il y a un aspect très important, en fait, que tu es en train de, qui me vient pendant que tu es en train de parler, c'est l'aspect de je suis le chef de la maison, donc c'est moi qui ai la décision sur tout, c'est moi qui prends la décision sur tout ce qui est financier. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on aime dire, c'est pas parce que tu es le chef que ça veut dire que tu dois décider de tout et que tu as le lead sur tout. Un chef, c'est celui qui reconnaît ses erreurs, celui qui connaît ses forces et ses faiblesses, et de sa partenaire aussi. Donc, tu peux ne pas être aguerri suffisamment financièrement pour pouvoir gérer le budget ou pour pouvoir gérer les finances, mais ta femme le peut. Et tu reconnais cette force-là en elle. Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle et de l'humilité que de reconnaître que ta femme peut le faire. Donc, on lui laisse sa gestion financière. C'est-à-dire que si elle peut te planifier, te faire un budget Excel et puis te dire, bon, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Elle peut même économiser, en fait. Il y a des hommes qui ils savent, ils sont tellement généreux, ou alors ils n'arrivent pas à bien gérer l'argent. Donc, ils savent, OK, si je gagne tel montant d'argent, automatiquement, j'enlève un montant. Et puis je donne ça à ma femme. Parce que c'est qu'elle va bien garder. Voilà. Si jamais il y a un problème plus tard, elle dit, oh, il n'y a plus d'argent. La femme va dire, ah, chérie. Il y avait ce que tu m'avais dit, tu vois. Je suis l'aide de la famille. Effectivement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage sur les finances. Un sujet dont on n'entend pas beaucoup dans la place publique. Donc, vraiment, merci à Standard Divin, au couple de Standard Divin pour ces pépites, ces clés, cette sagesse qui nous pousse, voilà, à nous remettre en question les croyances qu'on a, de les revoir. Comment est-ce que ça impacte nos habitudes? Comment est-ce qu'on apporte ça dans les couples et ce que ça peut donner? Franchement, merci infiniment. À ceux qui nous suivent, on vous dit aussi un grand merci. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.